l'avenir d'êtres qui viennent des étoiles est dans le cœur de l'homme et de la femme amérindiens. Leur origine stellaire se rappelle à eux de façon confuse, dans l'émerveillement que leur procure la nature et les grandes montagnes, dans l'émoi que suscite en eux la contemplation d'un ciel étoilé. Les voix de leurs ancêtres habitent chacune des cellules de leur corps, ces temples sacrés construits pour abriter l'esprit. Les voix de leurs ancêtres se font entendre sur les pistes de Nazca ou au détour des temples incas. Elles fredonnent encore dans les céramiques précolombiennes. Elles peuplent chacune des constructions gigantesques du Machu Picchu. Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parole, un magazine aujourd'hui consacré à un ouvrage de Dom Marcholino, Le voyage sacré amérindien. Nous l'avons rencontré lors de son accueil à Grenoble par l'association Chemin. Dom Marcholino est médecin amérindien, il est originaire du Pérou, de la nation Nazca. Il est arrivé en Europe 5 siècles après le massacre des conquistadors et il est porteur d'un message unique, d'une seule mission, en tout cas c'est ce qu'il déclare lors de ses rencontres, pardonner au nom de ses ancêtres. En tout cas, pour en savoir plus, nous avons demandé dans un premier temps à Dom Marcholino comment était né ce livre. J'étais dans une conférence justement, et à la fin de cette conférence amérindienne, il y a une femme qui s'approche et me dit, après vous me lirez ce petit papier, la conférence finie, je retourne à mon hôtel, j'ouvre le petit papier et il me dit, il faut que vous écrivez un livre. Et ce livre doit être comme vous nous voyez à nous, les Européens. Et voilà le commencement du livre Le voyage sacré amérindien, un regard amérindien sur les Européens. Ce livre, c'est votre regard sur les Européens. Le premier regard que l'on a pu avoir, nous de vous et vous de nous, ça a été un regard, en tout cas pour nous, assez agressif et un regard de pillage en échange d'un regard d'accueil et de bienvenue. Je crois qu'ils sont deux mondes totalement différents qui se retrouvent. Par exemple, pour la première fois, on a vu des chevals. Pour la première fois, on a vu des armes de feu. Et les Européens, pour la première fois, ont vu de l'or, une grande quantité dans les temples. Et avec grande surprise que les Amérindiens, pour eux, n'avaient aucune valeur l'or qu'une décoration des lieux où on se réunit pour faire le cercle de guérison. 1492, c'est le plus grand génocide qui s'est pratiqué en Europe. Vous avez eu un génocide en 1940-44, 6 millions de personnes, nous avons 80 millions de personnes. C'est le plus grand génocide que l'humanité a connu. Et naturellement, qu'est arrivée une vérité unique, une religion vraie, la religion chrétienne. Nous ne savons pas de religion, mais une croyance diabolique, les Amérindiens, une médecine vraie, la médecine occidentale, une médecine de la sorcellerie, la médecine amérindienne. Il faut rappeler que dans ce temps-là, en Europe, fonctionnait le tribunal de l'Inquisition et que beaucoup de femmes sorcières étaient tuées. Alors, cette croyance était transplantée chez nous et la médecine amérindienne s'appelait sorcellerie. Pour vous, les prophéties qui annonçaient la rencontre entre les Européens et les Amérindiens étaient celles qui annonçaient la constitution de l'arc-en-ciel des peuples, où enfin toutes les couleurs pourraient être réunies. Je viens d'une communauté Nazca, vous savez, précolombienne. Avant que les Incas étaient là, nous étions déjà. C'est nous qui on a donné à les Incas beaucoup de sagesse. Les Incas nous ont demandé à les sages, à les prophètes, si les blancs qui venaient étaient réellement la prophétie se réalisée. Et nous les avons dit non. C'est la fin d'une civilisation. Et les Incas ne voulaient pas croire. C'est pour ça que jusqu'à la fin, les derniers Incas, Atahualpa, étaient obéissants avec les Espagnols parce qu'ils croyaient que réellement était la prophétie qui se réalisait.
Mais il y avait un avertissement déjà des sages, de la communauté Nazca, que n'était la réalisation de la prophétie, qu'on devait attendre. Ce qui passe maintenant, hein, il y a beaucoup de gens avec le calendrier Maya, on m'a dit qu'il va changer les planètes. Oui, c'est un souhait. Moi, je souhaite aussi, mais il faut entendre que peut-être on prend ses rêves pour la réalité, beaucoup de gens de New Age, que voilà, il a interprété la prophétie Maya comme les 5 ans, et quelque chose qui se va réaliser d'ici à 10 000 ans. De manière qu'il ne faut pas prendre ses rêves pour la réalité. Nous, les Amérindiens, on est très réalistes, très concrets. Une des autres hypothèses que j'ai pu entendre sur cette rencontre venait du Canada. Cette rencontre avait été rendue possible parce que c'était la seule solution pour les Européens de pouvoir survivre et de pouvoir avoir accès à une connaissance qu'ils avaient perdue. Je crois que les communautés nord-américaines étaient envahies par les Anglais et les Français aussi. Et nous étions les Espagnols. Toute l'Europe était dans l'invasion. Et je crois qu'en Europe, il y avait beaucoup de sages, des hommes de connaissances, qui a pris beaucoup de sorciers. Paracelso, par exemple, a pris beaucoup de sorciers. De manière que je crois qu'il y a des connaissances, c'est vrai, que les Européens n'arrivent pas à comprendre, ou n'arrivent pas, par exemple, quand les missionnaires arrivaient là-bas, nous ont dit, si vous croyez en Jésus et la Bible, vous irez au ciel. Et on leur dit, on voyage déjà dans cette dimension. Et le missionnaire a dit, mais quand vous êtes mort, on leur dit, non, on voyage, c'est le voyage sacré. C'est hallucinogène parce que l'ayahuasca et tout ce qui maintenant est de mode est une déviation, une perversion de la médecine amérindienne. On n'a pas besoin des hallucinogènes. Pourquoi? Parce que l'ayahuasca ouvre le cerveau violentement, il n'y a pas de contrôle. Par contre, si on voyage tranquillement, comme je le fais dans les retraites amérindiennes en Europe, les gens, les Européens, voyagent à cette autre dimension. Dans les livres, il y a quelques témoignages de ce voyage. Je peux vous dire une bonne chose, il n'y a aucun secret, il n'y a aucun mystère, il y a seulement l'innocence de la simplicité. Par rapport aux rêves des Européens dont vous parliez tout à l'heure dans votre livre, vous prenez un exemple à la fois pour parler de ce rêve des Européens qui veulent que tout arrive tout de suite sans travail. C'est l'exemple de ce médecin qui est venu vous voir et qui demandait à être initié tout de suite et qui n'avait pas voulu mourir puisqu'il fallait mourir pour être initié. Je crois que les Amérindiens sont à la mode en Europe. Dont Marcelino. Et beaucoup de gens se disent chaman parce qu'il y a un fonds de commerce dans ce qu'elle dit. Et elle se dit, j'étais initié, par exemple, au Canada, j'étais avec les Indiens, au Pérou. Il faut savoir que depuis 1492, il n'y a pas une initiation pour les Blancs. Toutes les initiations se font entre Amérindiens. De manière que tous ceux qui disent qu'ils sont initiés, c'est vrai que peut-être ont écouté un sage. On appelle des sages à partir de 50, 60 à 70 sont des sages. Peut-être on fait une haute désodation, peut-être on fait une quête de vision, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est pas une initiation. Et j'étais surpris et avec beaucoup de tristesse quand je vois comment s'utilisent des choses des Amérindiens pour dire qu'ils sont initiés. Il n'y a pas, je répète, d'initiation pour des Blancs. À partir de 1492, toutes les initiations se font en la clandestinité et entre Amérindiens. Ça, il faut que se dise que le dit un Amérindien en Europe. Comment expliquer à ce moment-là la venue d'Amérindiens en Europe qui donnent des enseignements? Black Ake a voyagé en Europe. Archie Lamdir a voyagé en Europe. Black Ake ne peut voyager, elle est vieux. Archie Lamdir est mort. Et donc Marcelino est là. Et un jour, elle ne viendra plus. Et je crois que ce qu'ils ont fait, c'est de réveiller en vous
tous les pouvoirs que vous avez. Quand je vois que quelqu'un me dit j'ai les pouvoirs dans les mains parce que je suis magnétique, ça me fait rire. Tout le monde a des pouvoirs. Le problème est que dans une société commerciale, il y a des gens qui pratiquent, et naturellement qui sont efficaces, et les autres achètent. Les channeling, tout le monde est channeling, tout le monde est canal, tous. Le monde a tous les pouvoirs. Et c'est ça, je crois, que le premier enseignement que Archie Landir et Black Cake et moi-même envie de transmettre. L'unique chose que nous avons fait, c'est garder cette connaissance, malgré toute la souffrance, et que vous avez oublié. Quand je vois dans la retraite amérindienne comment les gens se réveillent et parlent avec les animaux, les arbres, il n'y a pas de technique. La technique ne sert à rien que pour apaiser le mental. Et à partir de là, on peut travailler et se réveiller. De manière qu'il n'y a pas de choses magiques, ni techniques magiques. Ce sont des inventions de Castañeda que n'a compris pas Don Juan. Alors. Mais quand vous lisez Don Juan, elle est simple. Parce que pour nous, le magique se trouve dans la simplicité. C'est ça, magique. C'est un des éléments les plus constants et sur lequel vous insistez le plus dans votre livre, c'est-à-dire la simplicité, le travail au quotidien et la reconnaissance et le respect de son corps. Je crois que la première chose pour réveiller ses pouvoirs, c'est aimer son corps éperdument. S'il y a des gens qui connaissent beaucoup de techniques, vont à beaucoup de stages de chamanisme, et naturellement les gens qui vont là-bas voient des cérémonies de guérison, et ils copient la technique. Mais quand l'Indien chante, ou danse, ou dit des mots, ou qui va chercher l'âme pour la récupérer, pour la donner al malade, c'est des théâtres. C'est des techniques. Et le fait pour apaiser le mental. Alors les gens qui se disent chaman viennent ici à copier exactement pareil la technique qui ne sert à rien. De manière qu'ils ne se préoccupent pas de travailler son corps comme un temple sacré. C'est plus difficile travailler son corps comme un temple sacré qu'apprendre une petite technique qui, comme je dis, ne sert à rien que pour apaiser le mental. Voilà ce que c'est la technique. Parler de réveiller les Européens, qu'on puisse retrouver les connexions essentielles. Une fois que les Européens sont réveillés, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent poursuivre leur chemin seuls, retrouver leurs racines médicales, ou est-ce qu'ils doivent prendre connaissance auprès d'Amérindiens ou d'autres civilisations pour apprendre à comment utiliser leur corps réveillé? Je crois que la prophétie de l'arc-en-ciel est claire. Don Marcelino. Dans le sens que toutes les traditions apportent des connaissances. Mais les Européens, pour différents motifs historiques, ont oublié. Et je crois que c'est le moment en lequel elle doit réveiller ses mémoires cellulaires. Ces mémoires cellulaires, elle est là. Le langage des druides est dans votre cellule. Le langage des jolies sorcières sont dans votre cellule. Tout ça, c'est en vous. De manière que c'est bien que vous touchez la porte des Tibétains, bouddhistes, amérindiens, hindous, mais ne restez pas là, vous n'êtes pas hindou, ni bouddhiste, ni tibétain, vous êtes druide, tradition sorcière. Il faut réveiller ça, actualiser à l'époque moderne, et en ce moment, vous apportez ces traditions qui manquent. Ma mission, c'est ça, réveiller ces pouvoirs que vous avez et que vous êtes endormis. Et une fois que ce pouvoir est réveillé, alors toutes les traditions apportent et se fait une synthèse cosmique des connaissances. C'est ça qu'on attend. Mais ça ne se va faire d'ici à 2012, 2004, 2016. Ça doit passer 10 000 ans, que dans les temps de la Terre, c'est rien du tout. Vous avez parlé de mémoire de cellules. Dans votre livre aussi, vous expliquez quel est votre point de vue et le point de vue de votre tradition par rapport à cette mémoire. En disant que pour vous, les cellules ont en mémoire
tout ce qui vient de nos ancêtres. Je crois que autre chose qui est récupérée en Occident et que beaucoup de gens s'appellent psychogénéalogue. Il faut savoir que ça c'est ancien, c'est millénaire. Si vous allez à un restaurant chinois, il y a dans les fonds un petit hôtel avec des bâtons d'encens. Et ça, c'est son hôtel des ancêtres. Mais si vous allez à la maison, alors vous regardez qu'il y a des photos, il y a des rites. Ça, c'est ancestral. Si vous allez au Pérou aussi, nous avons des traditions de ce type. De manière qu'il y a ces mémoires cellulaires des gens qui sont dans la lumière maintenant, mais qui ont laissé, pour X motifs, une vibration négative. Par exemple, grand-père alcoolique, peut-être une génération, il n'y a pas des alcooliques, mais dans la autre génération qui vient, il y a un enfant alcoolique qui a tiré pour le vent, il ne sait pas pourquoi. Ces vibrations, il faut la purifier. Nous sommes responsables de tout acte pour la génération qui vient. C'est ça la grande responsabilité des actions qu'on fait. De manière que c'est une grande responsabilité et c'est une joie aussi de purifier cet arbre généalogique. On laisse, quand on part de cette autre réalité, on laisse dans la génération qui vient et dans les planètes et dans la Terre une bonne vibration, une mauvaise vibration que quelqu'un dans cette lignée doit purifier pour le bien, non seulement de la famille, sinon de tous les êtres humains, de toute la nature qui souffre et reçoit des cadeaux des gens qui font le bien. Je prends l'arc-en-ciel de l'humanité, la synthèse de toutes les traditions. Est-ce que l'on pourrait imaginer qu'il y a, avec votre tradition, une mémoire cellulaire qui vient des ancêtres, qu'on pourrait additionner, non pas opposer, à une tradition bouddhiste qui est une mémoire cellulaire qui viendrait de réincarnation, et puis additionner comme ça des traditions différentes? Toujours dans les conférences, les gens me demandent si je crois à la réincarnation. En 1968, les gens parlaient de révolution. Il y a des étapes. Maintenant, c'est presque une mode et tout le monde parle de réincarnation, des chakras. Et une conférence avec Monseigneur Gaillot, un moine bouddhiste, un psychiatre athée, le titre de la conférence était « Chacun sa foi ». Moi, j'ai parlé que notre tradition admet la mémoire cellulaire, mais pas la réincarnation. Qu'une fois qu'on laisse ces quatre corps ici, on prend son corps de lumière pour continuer dans des autres planètes. Les Amérindiens, on croit qu'ils viennent des étoiles de manière qu'on sait qu'on n'est pas tout seul dans le cosmos. Alors, les moines bouddhistes et moi, nous sommes d'accord pour nous dire on peut discuter toute la nuit. Alors, on dit ça ne vale pas la peine. Si la réincarnation existe, moi, je reviendrai. Si c'est vrai ce que les Amérindiens disent, la tradition amérindienne, les moines bouddhistes, alors je serai dans mon corps de lumière à explorer autre planète. On sera ça quand on sera dans cette autre réalité. Pour le moment, pourquoi discuter de ça? Si quelqu'un croit en la réincarnation, merveilleusement, si ça lui fait du bien. Si quelqu'un ne le croit pas, aussi il faut respecter. Est-ce qu'il peut avoir une utilité, j'allais pas dire ce débat, mais cette discussion, c'est l'utilité de connaître l'autre, simplement, de pouvoir partager ce qu'est l'authenticité de chaque tradition. Je pense qu'une richesse, c'est la diversité. Et je crois qu'avec les moines bouddhistes, beaucoup on a parlé de ce qui nous unit à nous. Mais de ce qui nous sépare, on le sait déjà. Par exemple, pour eux, c'est l'intériorité, c'est une qualité de sa tradition. L'intériorité, la méditation. Pour les Amérindiens, nous sommes partis de la terre, de toute la nature, on aime la nature. Les moines contemplent la nature. C'est c'est riche. Ils contemplent la nature et nous sommes avec la nature. C'est deux positions totalement différentes, mais que c'est riche, les deux. La société de consommation dans laquelle vous êtes vous dit les magasins rengorgent de produits et vous n'aviez qu'à travailler pour pouvoir en acheter.
Vous n'avez qu'à être sage et travailler, vous gagnerez plus, vous grimperez dans l'échelle sociale, vous achèterez plus. Mais la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Entendez le cri de la mouette, le vent qui fait la chasse aux feuilles d'automne. Goûtez les douceurs du pain complet, l'eau des sources au creux de la main, l'acide fraîcheur du citron. Sentez l'air qui flotte après la pluie, les tapis épais de feuilles mortes. Ne cherchez donc pas à être esclave de la loi, de l'argent, du temps et de l'ordre établi. Cherchez un autre rapport à la nature et au monde, par conséquent un autre mode de vie et d'autres besoins. Faire cela, c'est déjà une révolution dans votre manière de penser et d'agir. Vous parlez de l'importance du silence et de la solitude. Je crois que dans le livre, j'expliquais bien Don Marcelino. que le silence et la solitude sont du copain, que si on les connaît bien, on peut avancer, progresser humainement. Il ne s'agit pas d'isolement. Le silence, c'est un choix qu'on fait pour pouvoir se rencontrer soi-même, faire l'expérience du silence, parce que la parole nous fait fuir. Hein. On parle avec les autres, on fuit de soi-même. Dans le fond, quand on a 40, 50, 60 ans, il faut s'arrêter pour dire où je suis quand même dans cette étape de ma vie. Je ne suis pas un adolescent, je ne suis pas jeune, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je crois que le silence nous invite à nous situer, à avoir une place. Et le silence, naturellement, que c'est accompagné d'une solitude. On est tout seul. L'autre aspect dont vous parlez, c'est les trois tentations. Vous dites, dans notre tradition, il n'y a pas le bien et le mal. Par contre, il y a effectivement trois tentations, l'abus de pouvoir, l'orgueil et le désir d'argent. Je suis totalement surpris quand je vois des gens de 30 ou 40 ans qui me disent qu'ils sont maîtres Reiki, par exemple. Ils font un stage qui coûte cher. Ou des gens qui viennent des États-Unis et se disent maîtres à 40 ans. Et je pense que c'est très jeune. Et les trois tentations sont très fortes dans cette époque. La tentation de croire qu'on sait tout, il y a une réponse à tout. La tentation de croire dans le fond qu'elle est Dieu, malgré qu'elle ne le dit pas. Et la tentation de gagner de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Mais quand on passe l'étape 50, 60, 70, il n'y a rien à perdre. On sait beaucoup de choses. On est là pour transmettre. Je crois que la meilleure antidote qui diminue cette envie de pouvoir, d'avoir, de Dieu, diminue à partir de 50, 60, 70, 80. On devient sage, parce que la mort est à côté déjà. Vous êtes ici en tant que médecin traditionnel. Dans le livre, vous expliquez bien d'ailleurs que pour vous, le médecin traditionnel amérindien n'est pas celui qui guérit, mais c'est celui qui permet au malade de se guérir lui-même. De réveiller la force de guérison. Je crois que la médecine amérindienne travaille à niveau des 4 corps. Le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental. Ce sont 4 corps. Bon, c'est le corps de la lumière, c'est l'essence. Mais les corps qui sont dans la terre, le corps physique, c'est visible. Et les autres corps sont invisibles, apparemment. Et la médecine amérindienne essaye de réveiller la guérison en une partie de ces corps qui bloquent les autres corps. Imaginons si vous avez mal aux dents, tous les corps physiques, les corps énergétiques, les corps émotionnels et les corps mentaux souffrent. De manière que s'il y a une disharmonie dans un de ces corps, les médecins amérindiens travaillent pour l'harmonie de tous les corps. De manière qu'on est parfaite santé s'il y a l'harmonie. S'il y a une disharmonie, on est malade. C'est le principe de la médecine amérindienne. La technique, je dis, bon, mettre la main comme ça ou comme ça, c'est des techniques pour apaiser le mental. Mais le médecin amérindien doit travailler son 4 corps, lui aussi, et son corps de lumière, pour pouvoir réveiller les corps qui ont besoin d'aide dans les autres. Sinon, ça ne marche pas.
Vous parlez de techniques qui sont juste là pour apaiser le mental. Est-ce que l'utilisation de remèdes comme les plantes médicinales font aussi partie de techniques pour apaiser le mental, ou est-ce que vous les utilisez comme effectivement des éléments concrets pour soigner certaines pathologies? Je crois que la plante viennent, les plantes qui pour nous sont des êtres vivants, viennent pour nous aider quand le corps a besoin déjà à goûter tout son pouvoir. La plante vient aussi comme instrument de guérison, c'est-à-dire pour réveiller. La plante aussi réveille, parce qu'elle a une fonction thérapeutique. Les médecins amérindiens utilisent aussi la plante. La plante, comme sont des êtres vivants, on l'utilise pour qu'elle réveille la guérison aussi. Il faut dire aussi que toute plante peut guérir. C'est vrai qu'il y a des plantes qui sont spéciales pour quelque chose, mais si on ne trouve ces plantes, si on parle à la plante pour nous aider à réveiller la force de guérison, la plante nous aide, n'importe quelle plante. Parce que la plante a une mission, comme nous aussi. Et puis il y a un aspect sur lequel vous intervenez beaucoup et qui est là, je dirais, plus spécifique aux besoins des Européens, c'est pour nous expliquer la capacité que l'on peut avoir à se rendre nous-mêmes malades. Je crois que quand je suis arrivé ici, je me posais la question pourquoi les gens sont malades malgré qu'il y a tout ici pour être bien. Même si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous avez un petit appartement, vous êtes chauffé, vous avez la sécurité sociale, vous avez la montagne, les vacances, la mer, l'air est beau, il y a la nature si on veut, mais pourquoi les gens sont malades? Et je crois que c'est le mental qui ne marche pas. Vous avez abandonné le physique, le corps physique, vous ne le prêtez pas attention, et le corps a besoin d'être entretenu, besoin de transpirer, le corps physique. De manière que si le corps physique ne travaille pas, le corps énergétique n'a pas beaucoup d'énergie, le corps émotionnel se centre beaucoup d'émotions, parce que le corps mental transmet, réveille des émotions, de manière qu'il n'y a pas un équilibre. Et je crois que c'est important d'avoir un équilibre dans ces quatre corps. Il y a un équilibre et un besoin de s'occuper de son corps et de le faire fonctionner. Et vous parlez également de besoin important d'utiliser la prière. Il a déjà me dit comment avoir d'énergie. Je dis simplement, vous contactez à les énergies qui sont en circulation, d'énergie positive de prière. Il y en a beaucoup de gens qui en ce moment prient dans les couvents. Beaucoup de gens qui prient tout seuls dans sa maison. Alors, quand vous branchez avec ces courants d'énergie, de manière que vous avez ce qui s'appelle la prière. La prière peut être de différentes formes, chacun sa manière de prier. Vous allez à la nature, c'est un réservoir d'énergie, vous nourrit d'énergie. Vous allez à une petite chapelle où il y a beaucoup de prières, vous allez et vous fermez les yeux et vous sentez que vous chargez d'énergie. Vous allez visiter des amis qui sont positifs, qui vous font rire et que vous êtes content avec eux, vous chargez d'énergie. Voilà une manière simple de charger d'énergie. C'est magique dans la simplicité. Je crois que vous savez beaucoup de choses que vous n'utilisez pas. Il faudrait apprendre à les utiliser. Je dirais, ça reboucle la boucle de cet entretien, c'est comment réapprendre. Quand les gens me disent, je fais des recherches spirituelles, pour un guide amérindien, ça sonne comme si ces personnes réellement rentrent dans la maladie mentale. Pour nous, nous sommes des esprits qui sont incarnés dans un corps pour réaliser une expérience humaine. Ça veut dire que c'est une recherche de l'humain que l'esprit cherche. Nous sommes déjà des esprits divins. De manière que pourquoi chercher le spirituel? On est déjà, et je crois que l'expérience que nous pouvons faire dans notre passage pour cette planète, c'est que notre énergie spirituelle s'incarne et apprend qu'est-ce que ça veut dire être humain.
Alors je crois que c'est ça la recherche, et c'est une recherche à l'ordre du jour, de chercher d'être de plus en plus humain aujourd'hui. Merci à Dom Marcelino d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à l'association Chemin d'avoir permis bien cette rencontre. Je vous rappelle le titre de son ouvrage, Le voyage sacré amérindien. C'est paru aux éditions L'Originel. Merci à Caroline d'avoir prêté sa voix pour lire les textes issus de ce livre. Je vous souhaite une excellente semaine littéraire et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Parole. Jolie sorcière, vous qui aimiez la lune, les arbres et les esprits de la nature, vous qui remplissiez les forêts de vos chants et de vos danses, vous avez été torturée et condamnée au bûcher. Vous qui étiez l'innocence et la lumière de ce monde, les ténèbres n'aimaient pas vos soleils. L'Indien voudrait vous dire que votre mémoire se réveille, qu'un vent nouveau se lève sur l'Europe, colportant enfin votre voix par-delà les villes et les campagnes, faisant vibrer les cordes ancestrales de l'esprit humain au son retrouvé de la nature et de la connaissance. Merci, jolie sorcière. Mon silence et ma solitude sont pleins de vous.